19h01. Une petite information en fait, c'est pour ça notamment qu'on démarre à l'heure. On est diffusé en fait en même temps sur Internet, de telle sorte que les gens qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, notamment les Parisiens, parce qu'en fait c'est un petit test pour être tout à fait transparent. Les gens qui s'est inscrits au séminaire, au webinaire, pardon, à la conférence, qui n'ont pas pu se rendre sur place, peuvent y accéder grâce à leur téléphone ou leur ordinateur. Donc, je ne sais pas si tout le monde nous connaît bien, je ne sais pas si vous avez l'habitude de discuter avec nos conseillers, qui sont bien pouvoir.fr. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Donc, ça fait maintenant depuis 2008 que nous existons. Ça fait depuis 2008 qu'on propose régulièrement des événements de ce type-là. On est très heureux ce soir aussi de vous compter parmi nous, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les gens avaient peut-être envie de rester chez eux. Les événements de ces dernières semaines ont peut-être un peu perturbé nos habitudes. Pour tout vous dire, on pensait même ne pas avoir autant de monde ce soir, et finalement, c'est plutôt très réconfortant de voir que vous êtes déplacés. On va donc vous parler ce soir du fonds Minéral Patrimoine, bien pouvoir.fr Minéral Patrimoine, qu'on a conçu avec AS Gestion. Jonathan va vous parler plus précisément du fonds. Mais quoi qu'il arrive, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que l'objectif de ce fonds et puis de bien pouvoir.fr de façon générale, c'est toujours de proposer en fait des placements dans lesquels vous avez la possibilité vous-même de vous connecter régulièrement, d'accéder à l'information de façon régulière. C'est de cette manière-là que le fonds a été conçu. C'est représentatif de tout ce qu'on fait en général. On a bien en tête qu'aujourd'hui, la volonté des épargnants en France, c'est de pouvoir déléguer la gestion de leur épargne sans pour autant perdre le contrôle. Donc c'est exactement ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est de vous donner accès à un certain nombre d'informations auxquelles vous n'avez pas accès à l'extérieur, avoir accès au gérant d'un fonds. Je pense qu'il n'y a personne sur la place qui le fait. Le faire de la manière dont on le fait aujourd'hui aussi avec une activité technologique forte, le fait qu'un maximum de gens puissent accéder à cette information-là est quelque chose d'unique, je pense, sur le marché. Donc voilà, je vais passer la parole à Jonathan, et puis on vous attend évidemment à la fin, vers 20h15, pour un petit cocktail. Alors, avant de passer la parole à Chérie, en fait, juste quelques mots. Pourquoi est-ce qu'on a créé avec AS le fonds bien pouvoir.fr Minéral Patrimoine? Alors, d'abord, parce qu'on consacre une conviction au partage avec AS. Aujourd'hui, pour bien comprendre le marché, il faut comprendre la macroéconomie, en fait. C'est vraiment la macroéconomie qui draine tout, en fait, depuis la crise des subprimes. C'est vraiment très très fort. Si on reprend tout ce qui est passé cette année, c'est vraiment des éléments systémiques, de type macroéconomique, qui ont eu un impact fort sur les marchés, plus que des éléments sur une société. C'est dans ce sens-là qu'on a créé le fonds de Minéral Patrimoine. Et c'est pour ça notamment qu'on a choisi de travailler avec la société AS Gestion. AS Gestion est reconnu sur la place comme étant le grand spécialiste en fait, de ces questions-là. Grand spécialiste de la macroéconomie, AS Gestion est avant tout basé sur l'analyse macroéconomique et ensuite sur l'analyse plus fine pour choisir les fonds et les valeurs qu'ils mettent à l'intérieur des OCDE qu'ils gèrent. Autre particularité en fait qu'on apprécie chez AS, c'est la gestion du risque. Pour tout vous dire, vous donner un petit secret sur la place, Shagir a un surnom. C'est Shagir le sage. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez l'écouter. AS Gestion, je pense que ça les caractérise beaucoup. On a une approche très prudente des marchés financiers, de l'économie. Et ça, pour nous, c'était important. On a conçu ce fonds-là. C'est important, effectivement, d'avoir en tête qu'on recherche la performance, mais en même temps, nos clients veulent qu'on préserve leur capital. Donc, il faut absolument lier les deux, la recherche de la performance et le contrôle de risque. Chaque fois que on cherche la performance, on va prendre des risques. Et ça, c'est ce que AS fait très bien, c'est partie de leur ADN. Alors, on va vous présenter aujourd'hui le fonds bien pouvoir.fr Minéral Patrimoine. Ça va se passer en deux temps. Donc, dans un premier temps, il va y avoir en fait une présentation des marchés financiers et de l'économie
vu par As Gestion, vu par Shaggy Amanji. Et puis dans un deuxième temps, il y aura une présentation plus précise sur le fonds lui-même, la gestion qui a été faite à l'intérieur du fonds, et puis peut-être que nous délivrera également ce que nous comptons faire dans les prochaines semaines. Pas forcément à 2 ans, c'est une unité aussi longue, mais en tout cas, dans un avenir proche, si tu as déjà des idées sur ce que tu comptes faire, comment tu comptes faire évoluer le fonds, la gestion qui est plus en tête. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Alors juste peut-être un dernier mot sur le fonds. Ça c'est un principe je veux dire, sur les marchés financiers. Il y a 4 moteurs, moteur action, moteur de ville, moteur taux, moteur multigestion. Mais en un mot, pour bien comprendre, nous on considère qu'aujourd'hui il n'existe pas de véhicule tout-terrain. Donc on peut être sur une classe d'actifs, on peut être sur un investissement et puis s'endormir dessus, se réveiller dans 5 ans, dans 10 ans, et avoir gagné de l'argent quoi qu'il arrive. En fait, le monde bouge tellement vite que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Vous prenez 2014, les grands gagnants, c'était ceux qui étaient sur investis en dollars sur le Dow Jones. Il y avait beaucoup d'argent avec une telle volatilité cette année. Ceux qui sont investis sur le Dow Jones ont rien gagné, il fallait mieux être investis sur l'Eurostoxx. Voilà. Sur les obligations, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur les obligations ces derniers temps. On pense que ce ne sera plus vrai dans les prochaines années, qu'aujourd'hui, il vaut mieux être investi sur d'autres classes d'actifs. Donc, on a voulu créer un fonds où le gérant peut aller sur toutes les classes d'actifs, sur toutes les zones géographiques, là où il estime qu'il y a du potentiel. C'est le cahier des charges, en fait, du fonds. Le fonds est toujours comparé, vous savez, à un indice de référence. L'indice de référence, c'est ce qu'on appelle un indice de référence composite, qui est à la fois sur un indice monétaire, obligataire, et un indice action. Donc l'indice de référence, il a fait de 7,2 en 2014 et sur 5 ans, 38,5. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas les performances du fonds, c'est les performances de son indice de référence. Le but du fonds étant de battre son indice de référence, bien sûr. Si j'avance. Il faut savoir que quand on investit, il faut toujours avoir un horizon d'investissement en tête. Le fonds est construit comme ça. Il a un horizon d'investissement minimum de 5 ans. Et on considère qu'il a une échelle de risque au sens AMF de 4. Donc c'est un fonds vraiment équilibré. Ce n'est pas un fonds prudent, ce n'est pas un fonds non plus dynamique. 7 étant le risque le plus élevé, 1 étant le risque le plus faible. Il est vraiment entre les deux. 4 sur cette échelle-là. Voilà, donc c'est ce que vous disiez Vincent. Ça c'est très important aussi dans la construction de ce fonds-là. Vous avez accès via notre site internet bienprévoir.fr. Il y a une page spécifique en fait sur la gestion de ce fonds, bienprévoir.fr Minéral Patrimoine. Vous aurez accès à toute l'information en temps réel sur la vie de ce fonds. Il y a tout ce qu'on vous a dit là, les principes de gestion du fonds. Vous pouvez retrouver la brochure que vous avez ici, qui rappelle les grands principes, les grandes caractéristiques du fonds. Et puis ensuite, il y aura les informations, la valeur liquidative quotidienne. Il y aura des reportings écrits avec un petit mot du gérant. Il y aura un reporting vidéo, qui vous expliquera un petit peu plus de choses encore, tous les mois. Tous les 3 mois, il y a une vidéo d'une dizaine de minutes de Shaggy Amanji. Il approfondira un petit peu plus encore la gestion qu'il aura effectuée au cours des 3 mois précédents et ce qu'il compte faire ensuite. Voilà, c'est ce que vous voyez ici en fait. Hein. Là, c'est la vidéo de remplacement consacrée au fonds Minéral Patrimoine, où Shaggy a été l'invité où il a pu expliquer la vie du fonds sur les 3 mois écoulés. Donc, si vous êtes abonné, vous recevrez en fait un email qui vous dira chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui a été mise à jour sur le site, une nouvelle vidéo, un nouveau reporting, et puis enfin,
Toutes les semaines, Shagir intervient, c'est très court, c'est quelques minutes, par téléphone, je crois, et il nous livre ici l'interview de Shagir par Jean-Pierre Corbeil, pour ceux qui le connaissent, où là, Shagir nous explique en gros les grands événements de la semaine sur les marchés financiers ou sur l'économie. Donc voilà, beaucoup d'informations mises à votre disposition, et puis 2 fois par an, une réunion comme celle qu'on a ce soir, vous pouvez là interagir avec Shagir ou avec nous, poser des questions sur l'économie, les marchés financiers, ou plus spécifiquement sur le fonds lui-même, Général Patrimoine. Allez, assez parlé de tout ça, on va passer la parole, c'est pour ça que vous êtes venus, à Shagir. Quelques mots, peut-être Shagir, sur As Gestion, la société que tu gères. Alors, bonsoir à vous tous. Donc, Shagir Manji, je suis directeur de la gestion de la société As Gestion. Nous gérons approximativement 500 millions aujourd'hui. Nous avons une collecte nette sur l'année 2015 assez significative de l'ordre de 120 millions. Dans la maison, on a 7 fonds au total en gestion. Moi-même, je m'occupe de 4 fonds. Nous avons une équipe de gestion composée de 4 gérants, moi-même, 2 analystes et une personne qui est plus spécifiquement dédiée à la multigestion. Au total, nous avons 17 collaborateurs dans la société. Nous sommes à Paris, au Scri, en Asie. Donc, comme l'a dit Jonathan, l'idée c'est de faire un petit point environnement économique et ensuite parler plus particulièrement du fonds bien prévoir du Général Patrimoine. Donc, l'année. Là, vous avez un indicateur qui s'appelle le VIX, qui est un indicateur de risque sur les marchés. Plus il monte, plus il y a de la tension, finalement, de l'inquiétude sur les marchés. Quand on regarde ces indicateurs depuis début 2014, donc on voit ici une détente, et puis tout le long de l'année, ici, à partir d'ici, vous avez juin 2014, septembre, octobre. Octobre 2014, il y avait déjà eu une petite crise. Et puis, surtout l'année 2015, vous voyez ici la période liée à la crise grecque, et surtout la crise au mois d'août en Chine, avec la forte hausse des incertitudes ici, quelque chose de très très élevé par rapport à la moyenne que nous avions ces dernières années. C'est un peu comme un indicateur sismique. Plus il y a un risque sur le marché, plus cet indicateur monte, et montre finalement une grande incertitude de la part des investissements. On voit en fait que les marchés, ce n'est pas un long fleuve tranquille finalement. En fait. Il y a toujours des tensions qui apparaissent depuis 2 ans. Et on voit ici l'année 2015 surtout, qui était en début d'année, il y avait du risque, il y avait le quantitative easing de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui était intervenue. Et puis après, on a eu une détente, on a eu très vite la tension liée à la crise grecque, et puis surtout cette tension, je dirais, un peu inattendue et forte liée à la problématique du ralentissement en Chine. Alors, ce qu'on peut remarquer d'une façon plus générale, c'est que ce sont les banques centrales qui, aujourd'hui, emmènent des marchés financiers. Par leur politique monétaire très accommodante, avec des taux d'intérêt très bas, les marchés financiers, globalement dans le monde, sont assez corrélés à l'activisme, je dirais, des banques centrales. Ici, vous avez aux États-Unis l'évolution du marché action, et on voit bien que ça a commencé en 2009 avec le premier quantitative easing, c'est la première intervention de la Banque centrale. Il y en a eu une deuxième et une troisième. Et on voit toute cette vague de hausse que nous avons finalement liée à l'augmentation du bilan de la Fed, c'est-à-dire la monétisation de la dette par la Fed. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On le voit là aux États-Unis, on voit la même chose ici au Japon, avec la politique de 1B, exactement au même niveau, une forte augmentation des achats de dette, afin de monétiser la dette. C'était une dépréciation très importante du yen à ce moment-là. Donc là, vous avez la forte hausse. Et on peut remarquer que depuis la mise en place du quantitative easing dans la zone euro par Mario Draghi, on a le même phénomène depuis octobre-novembre 2014, janvier 2015, avec la forte hausse que nous avons eue au premier trimestre de 2015. Donc, il faut regarder de près ce que nous racontent les banques centrales, comment elles vont
un leader politique, quelles sont les décisions. Ça, c'est un élément qui devient, je dirais, en dehors du contexte macroéconomique, un élément très important. Et la conséquence de ces politiques des banques centrales, ici vous avez le CAC 40, ici, non pardon, ici vous avez, qu'est-ce que c'est? Normalement c'est la valeur liquidative. C'est la valeur liquidative de l'OAT, d'accord. En tout cas, regardez ici la forte baisse des taux dans la zone euro, et en particulier l'OAT, les taux à 10 ans français, le rendement qui est descendu à 0,77. Encore une fois, c'est la Banque Centrale Européenne qui achète massivement les emprunts d'État dans toute la zone et qui fait baisser les taux d'intérêt. Donc ça, c'est les facteurs de soutien au marché financier d'une façon générale. Alors, quand on regarde les performances sur l'année 2015, on peut remarquer que le marché américain, cette année, ne fait rien, alors que l'année dernière, il avait monté de 11%, cette année, il est à 1%. Et inversement, le marché européen, qui était quasiment proche de zéro en 2014, fait plus 10%. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a une divergence de performance entre les États-Unis et l'Europe. Et ça aussi, c'est simplement une résultante de l'activité des banques centrales. La Fed la Banque centrale américaine est en train de resserrer la politique monétaire. Ça affecte Wall Street et ça renchérit le niveau du dollar. Et inversement, la Banque centrale européenne a de plus en plus de souplesse dans l'économie, amène de plus en plus de baisse des taux d'intérêt et surtout la baisse des taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar, et ce qui nous donne une performance positive des marchés européens depuis le début de l'année. Donc cette divergence de performance, c'est quelque chose qui, à mon avis, va se poursuivre en 2016, parce qu'on a toujours cette divergence de politique monétaire. Chagui, sur ce point-là, précisément, il y a des gens qui doutent que ça peut être prolongé, que la divergence est durable. Est-ce que les États-Unis ont les moyens en fait, de lever les taux alors que le reste du monde, toutes les autres banques centrales, sont en sens inverse? Alors, je pense que si les États-Unis, effectivement, ne relèvent pas les taux d'intérêt, la raison principale, c'est la faiblesse de l'inflation des prix des matières premières du pétrole. Il est certain que la Banque centrale européenne, par contre, va être très agressive. Si jamais les États-Unis ne remontent pas les taux. Très agressive, c'est quoi? Elle va probablement augmenter les montants mensuels qu'elle achète. Actuellement, la Banque centrale européenne achète dans la zone euro 60 milliards par mois de dette souveraine dans toute la zone euro. On attend demain des décisions importantes. L'idée, ça serait qu'elle augmente ces montants en passant de 60 à 80 milliards et elle mette une forme de pénalité en termes de taux d'intérêt quand les banques déposent de l'argent à la Banque centrale européenne, afin qu'elle favorise également le crédit. Donc toutes ces mesures, à mon avis, vont encore une fois permettre, je pense, à l'euro de rester au niveau où il est, peut-être de baisser un petit peu vis-à-vis du dollar, mais au moins rester sous pression. Je ne vois pas une remontée importante de l'euro. Je pense qu'on est plutôt dans un niveau où on va commencer à on va consolider autour de 1,05. Même si la Fed ne bougeait pas, Mario Draghi, la BCE, a les moyens en fait d'en faire beaucoup plus pour maintenir au moins l'euro au niveau où il est, voire peut-être le faire descendre encore plus bas. Et une autre donnée qui est importante, c'est que les quantitative easing successifs aux États-Unis, ça a représenté environ 25% de la richesse nationale du PIB. En Europe, le quantitative easing, il ne représente que 10% de la richesse nationale. Donc on est très en retard, on a pris énormément de retard, et c'est la raison pour laquelle notre croissance économique a décidé de briller pendant si longtemps. Donc on a beaucoup de retard, et je pense que Mario Draghi a beaucoup de marge de manœuvre aujourd'hui. Donc les émergents, effectivement, qui sont en baisse, ça fait 3 années successives que les pays émergents sont en baisse, mais dans les émergents, les pays sont, c'est pas du tout une zone homogène, il y a vraiment des différences assez notables, mais globalement, le ralentissement dans les émergents, c'est quelque chose de plus en plus, je dirais, intégré par les marchés, et c'est probablement là où il faudra être encore attentif, en particulier sur la Chine en 2016. Alors, plus particulièrement sur les marchés européens, on voit le CAC 40 avec une performance notable, le DAX, le marché allemand, l'Italie, l'Espagne. Alors il y a souvent cette question, pourquoi l'Italie marche très bien et l'Espagne pas du tout, alors que l'économie espagnole a donné quand même des bons signaux en début d'année. Alors la raison principale, c'est que les sociétés espagnoles, en particulier
les banques espagnoles sont très liées avec ce qui se passe en Amérique latine. Et le Brésil est en récession sévère aujourd'hui. Toutes ces sociétés ont des activités en Amérique latine, en particulier au Brésil. C'est ce qui explique un petit peu la contre-performance du marché espagnol. La bourse chinoise qui a fait des yo-yo, mais qui est toujours autour de 12% de gains, donc qui avait fortement monté et fortement baissé. Et puis le Brésil, qui est vraiment un cas très difficile, 23% depuis le début d'année. Alors, quand on voit, Chaguir, on voit en fait, donc, il y a des grandes disparités en fait entre les grandes zones, les États-Unis, l'Europe, les émergents, et au sein même de chaque zone, il y a encore des disparités à l'intérieur de chaque zone. On voit même en Europe, même dans les pays émergents. Est-ce que tu penses que ça va perdurer, ou est-ce qu'il va y avoir une homogénéité sur les mois qui viennent? Alors, ça va perdurer parce qu'on voit bien, par exemple, que la France aujourd'hui, l'environnement international est moins bon. La France est quand même un pays moins exportateur que les Allemands. Les Allemands souffrent de cet environnement qui est un peu moins porteur aujourd'hui, parce que leur économie est largement basée sur les exportations et les investissements. Alors que nous, en France, on est plus basé sur la consommation de ménage. Et la baisse du prix du pétrole est un facteur positif aujourd'hui pour l'économie française, alors qu'il est les moins positifs pour les Allemands, qui sont plutôt l'économie exportatrice. Donc on retrouve ce genre d'éléments dans différentes zones. Il n'y a pas tellement d'homogénéité aujourd'hui. À la fois dans les émergents, on trouve ceux qui sont producteurs de matières premières et ceux qui sont consommateurs de matières premières. Donc là aussi, vous avez des différences. Aujourd'hui, vous avez le Canada, l'Australie qui sont en récession. Le Canada est en récession, tout simplement parce que c'est un grand producteur d'énergie et de matières premières. Donc, il y a les consommateurs de matières premières et d'énergie qui aujourd'hui se portent bien globalement, et ceux qui produisent du pétrole et des matières premières qui se portent moins bien. C'est ça un peu, là, je dirais, la dichotomie entre les deux catégories aujourd'hui dans l'environnement global. Ici, vous avez une slide qui vous montre un peu la répartition de la richesse mondiale. Donc, vous remarquerez que les pays émergents, les pays en voie de développement représentent 57% de la richesse mondiale. Les pays développés, aujourd'hui, c'est seulement 43%. Et on voit les zones qui comptent, évidemment, la Chine et les États-Unis, la zone euro. Si vous rajoutez la zone euro, le Royaume-Uni et la Suisse, on est quasiment au même niveau que les États-Unis. Donc l'Europe, globalement, c'est la même chose que les États-Unis. Et l'Europe, les États-Unis et la Chine, c'est grosso modo le même niveau de poids en termes d'économie mondiale. Donc on voit bien là l'importance quand même des pays émergents qui sont en ralentissement. Alors, c'est quand même un élément favorable pour les pays développés, parce que la croissance qu'ils ne font pas, c'est la croissance que nous avons nous. Tout simplement parce qu'au niveau mondial, le fait d'être des gros consommateurs de pétrole est un gros transfert de richesse pour nous aujourd'hui, au détriment des producteurs de pétrole. Donc au détriment de ces pays qui produisent le pétrole. Là, je pense à l'OPEC, je pense à la Russie, je pense au Canada, je pense à l'Australie. Tous ces pays sont les perdants. Nous, consommateurs qui ne produisons pas de pétrole, on a un transfert de richesse considérable dans nos économies. Et c'est ce qui fait qu'on a une reprise économique, certes conjoncturelle, pas exceptionnelle, mais autour de 1,5 croissance aujourd'hui dans la zone euro. Mais on voit bien que cette croissance, pour le moment en tout cas, j'ai eu les indicateurs hier, elle résiste malgré la tempête qu'on a eue au mois d'août en Chine et dans les deux internationaux. Donc ça, c'est un point important, Chaguir, que tu évoques. Beaucoup s'inquiètent toujours du ralentissement de l'économie mondiale qui tend vers 3% et était plutôt à 3,5, 3,8. Tu nous dis en fait que pour nous, finalement, c'est pas si important que ça, voire même qu'on pourrait profiter de ce ralentissement mondial. Alors, je pense effectivement que déjà on a un retard parce qu'il y a eu la crise de la dette souveraine de 2011 dans la zone euro. Donc quelque part, on a un retard dans la zone euro globalement. Alors je parle globalement, je ne parle pas par pays, mais encore une fois, la baisse des taux d'intérêt. Il faut savoir que les taux d'intérêt aujourd'hui, pour les banques, c'est zéro, c'est quasiment zéro. La forte baisse des prix du pétrole, divisé par 2, voire plus, en 2010, de 2010 jusqu'à mi-2014, le pétrole valait $100 000 au baril. Aujourd'hui, on est à $45, plus que la moitié. La forte baisse de l'euro contre le dollar a baissé quasiment de 25-27%. On est passé de 1,40 qu'on avait avant 2010 à 1,05. Tous ces éléments sont des éléments très favorables pour nos
pour la zone euro, c'est le niveau d'endettement des pays qui reste très élevé et probablement des pays au cas par cas. Après, pour la France, c'est le problème de la dépense publique, c'est le problème des déficits publics, le haut niveau de prélèvements obligatoires et des impôts. Mais chaque pays a ses problèmes, ses avantages et ses inconvénients. Mais globalement, dans la zone euro, on peut dire que la reprise qu'on a aujourd'hui à 1,5 nous paraît être relativement solide au regard de la conjoncture internationale qu'on a. D'accord. Elle n'est pas remise en cause par le ralentissement de la croissance mondiale autour de 3%. Je ne pense pas parce que, encore une fois, on a la baisse de l'euro, les taux d'intérêt sont vraiment très très bas. Et ces facteurs qui sont là, qui sont des supports. Si demain on devait avoir une remontée de l'euro contre le dollar et les autres devises, là on aurait peut-être les débuts d'un nouveau ralentissement de l'économie. Et sur ces différents facteurs, donc l'euro, tu ne le vois pas remonter, pour les raisons que tu as évoquées. Non, peut-être même un peu baisser. Un des trois moteurs, tu dis, c'est le pétrole. Est-ce que le pétrole pourrait remonter, alors, d'après toi? Déjà, question piège. Hein. Oui, alors c'est des prévisions très compliquées. C'est compliqué, on peut remarquer qu'avec les tensions qu'on a ces derniers temps au Moyen-Orient, en particulier, je pense à ce qui s'est passé entre la Turquie et la Russie, on n'a pas eu du tout de tension sur le prix du pétrole. Donc on voit bien qu'il y a énormément de stocks de pétrole aujourd'hui partout dans le monde. L'offre est toujours excédentaire et probablement ces derniers temps, il y a même un ralentissement de la demande venant des pays. Donc le marché pétrolier est encore très déséquilibré. Il y a quelques années, on aurait eu les mêmes tensions géopolitiques, on aurait eu le pétrole qui aurait immédiatement monté. Donc on voit bien que le pétrole est quand même assez abondant. Je ne vois pas de remontée rapide du prix du pétrole, peut-être un réajustement autour de 55-60 $ d'ici fin 2016, parce qu'on est tombé très bas, 45 $, mais je ne vois pas une hausse importante du prix du pétrole. D'accord. Donc la croissance mondiale, elle est autour de 3% aujourd'hui. C'est surtout le ralentissement de la croissance mondiale est dû au ralentissement des pays émergents. Les pays développés se portent plutôt bien, et en particulier les États-Unis. Donc le pétrole, c'est très important. Hein. Vous voyez, le pétrole qui était à 110 $ jusqu'à mi-2010. À partir de juillet 2014, il s'enfonce autour de 40-45 $. Il remonte à 60 $, il est retombé autour de 45 $. Donc on voit bien que cette forte baisse du prix du pétrole, évidemment, c'est lié au fait que l'Arabie Saoudite, qui perdait une part de marché au profit des États-Unis avec le pétrole de schiste, à un moment donné, ils ont dit on va arrêter un peu les productions. Vous, Américains, vous aurez du mal à produire parce que votre pétrole est beaucoup plus cher que l'autre. Et puis voilà, 50 $, vous êtes obligés de fermer les puits. Nous, on a un coût d'extraction de 12 ou 15 $, on va continuer à produire. Donc ça, c'est la forte baisse qu'on a eue en 2014, deuxième partie 2014. Et donc c'est quelque chose qui perdure. Cela dit, ça coûte très cher aux pays de l'OPEP, parce que même l'Arabie Saoudite à ce niveau de prix de pétrole, il faut savoir qu'ils ont un déficit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extraction, pour avoir un budget équilibré, ils ont besoin d'un prix autour de 60-70 $. On en est très loin. Ils ne peuvent pas, je dirais, rester à ces niveaux-là très 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 longtemps. Mais la conjoncture internationale, la conjoncture mondiale va se déprimer, et je ne pense pas qu'on aura une forte remontée du pétrole à l'horizon d'un an, peut-être plus tard. Mais je voudrais poser une question. Nous, à la pompe, est-ce qu'on paye moins 50%? Non, parce qu'il y a beaucoup de taxes. Mais les taxes, elles doublent. Donc, si le prix baisse de moitié, les taxes, elles doublent. En pourcentage, oui, mais les taxes, elles sont en grande partie figées. Donc vous n'en profitez pas, en fait. Ouais, non, donc, vous en profitez un petit peu. 70 ou quelque chose de cet ordre de taxes, et cette partie-là étant stable, l'impact joue sur les 25%. Donc ça fait une baisse extrêmement faible. Mais attention, il y a le prix de l'essence, il y a aussi le prix du fioul, etc. Là, je pense que la baisse doit être un peu plus importante. Voilà, je pense. Parce que la baisse du pétrole, en fait, ça a un impact sur notre économie à nous. Alors, a priori, ça donnait un peu de pouvoir d'achat aux salariés, parce que les salaires augmentent très peu, et on voit dans les statistiques un peu de pouvoir d'achat, parce que la consommation se porte très bien en France. Et ça, c'est un peu le paradoxe. Alors que le chômage est très élevé, la consommation est beaucoup mieux orientée d'une façon générale dans toute la zone euro. Que ce
ce soit en France ou ailleurs, même en Italie, même en Espagne, alors que le taux de chômage est très élevé. Il y a une reprise de la consommation qui est de plus en plus nette. Aussi lié probablement à un taux d'épargne qui est structurellement élevé en France, en Italie, etc. Et quand vous dites, monsieur, que l'euro, il a baissé de 25%, ça veut dire que notre épargne a baissé de 25%. Si on avait notre épargne en francs suisses, on aurait plus d'épargne maintenant. Oui, je suis d'accord. Mais donc on a perdu de l'argent. L'épargnant a perdu de l'argent si vous raisonnez par rapport à l'extérieur, mais ça laisse de la compétitivité aux entreprises. Les entreprises, elles, le produit français se vend plus facilement à l'étranger. Le produit européen se vend plus facilement à l'étranger. Pour la plupart des Français qui travaillent en France, qui vivent en France, le fait que l'euro baisse, ça n'a pas d'impact pour eux, ça ne change rien à leur vie. Ça change pour ceux qui travaillent en Suisse et qui habitent en France. Par exemple, les frontaliers, eux, ils ont profité en fait, c'est les grands gagnants de l'affaire. Ils ont profité de la hausse du franc suisse, alors que leur consommation, les prix en euros n'ont pas bougé. Donc pour eux, il y a un impact positif. Pour vous, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre en fait. Vous avez des salaires en euros, des revenus en euros, vous consommez en euros. L'impact est nul. Donc l'impact est pour les frontaliers et puis surtout pour les entreprises qui vont vendre à l'exportation. Donc indirectement, on en profite, parce que ça veut dire qu'il y a plus d'entreprises qui vont mieux, et au final, on finit par en profiter. Ça va être favorable. Si c'est favorable pour les entreprises, ça finit par être favorable pour l'emploi en dernier ressort. C'est vrai, c'est une façon de... Mais ne confondez pas en fait des éléments individuels que vous pouvez voir autour de vous, qui sont bien réels, et puis le tableau macroéconomique. En fait, là, on parle du tableau général. Sur le tableau général, il y a des gagnants que vous ne voyez pas, qui ne sont pas forcément des gens autour de vous, en fait. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui ne le voient pas, en fait. Par exemple, le vin français s'exporte beaucoup mieux aujourd'hui. Il est moins concurrencé par des vins d'Amérique latine ou autres. Le vin français, le vin en Europe, globalement, en Italie, français, s'exporte, il y a des chiffres d'affaires en très forte hausse. Donc il y a des entreprises qui en profitent. L'espoir, c'est que ces entreprises qui en profitent puissent investir et embaucher. C'est ça l'espoir. C'est parce que j'ai entendu à BFM Business, Enfin, en tout cas, on voit, je ne sais pas si tous les vendeurs de champagne disaient on a une très très forte baisse de vente et tout le monde s'attend à je ne sais pas quoi et personne n'achète. On a des baisses très importantes. C'est des vendeurs de champagne qui étaient dans les carnets. Alors pour ce qui est des alcools un peu spécifiques, en Chine, il y a eu une chasse un petit peu à la corruption et il y a eu des fortes baisses de consommation d'alcool en Chine. Et donc les cognacs, le champagne, tout ça, ça a été relativement touché. C'est tout à fait exact. Et le vin s'exporte beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il est moins concurrence. Alors ici, je reviens sur le prix du pétrole. C'est très important parce que le pétrole, ça a un impact sur l'inflation, sur le taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, c'est la clé quand on valorise les marchés. Que ce soit le marché action, le marché immobilier, plus les taux baissent, plus les marchés montent. Donc l'impact du prix du pétrole est important. Il faut essayer de savoir dans quel niveau on est, comment ça va se situer, comment ça va évoluer. Ici, l'année 2014, vous voyez, le pétrole était à $110. Il a commencé à chuter en juillet. Il a baissé jusqu'à fin 2014 à $55. Ici, on voit la baisse du prix du pétrole. Ici, l'année 2015, on démarre avec 55, on évolue, on monte jusqu'à 68, et là, on revient autour de 45. Ce que je veux dire par là avec ce graphique, c'est que d'ici le premier trimestre 2016, l'écart de variation du prix du pétrole entre fin mars 2016 et fin mars 2015 va être très très faible, puisque la baisse avait déjà eu lieu en 2015. Donc l'écart étant très faible, l'impact sur l'inflation va être également très faible. Alors que l'impact de la baisse du prix du pétrole sur l'inflation est très fort début 2015, elle va être de moins en moins forte début 2016. Donc on va avoir normalement, mécaniquement, une remontée progressive de l'inflation en Europe, aux États-Unis, etc. Et ça, c'est un facteur qui est un peu rassurant, parce que l'inflation faible, pour une entreprise,
C'est une grosse problématique pour augmenter les prix. Si les entreprises ne peuvent pas augmenter un petit peu les prix, elles peuvent avoir des pressions à la baisse sur leurs résultats d'entreprise, donc les bourses peuvent être impactées par ces éléments. Alors, nous, quand on fait la macroéconomie, on regarde les indicateurs avancés pour essayer de savoir un peu comment va évoluer l'économie dans les prochains mois. Donc, c'est des indicateurs qu'on nomme de PMI. PMI synthétique ici, donc des PMI à la fois sur le secteur des services et le secteur manufacturier. Ici, on est aux États-Unis. Quand on est au-dessus de 50, ça veut dire que l'activité progresse. Ça veut dire qu'on n'est pas en ralentissement économique, l'activité croît. C'est positif. Donc là, aux États-Unis, on est quand même assez haut. Et même en Europe, on est remonté à 53,9. Vous voyez, depuis quelques temps, on est plutôt bien. Donc les deux économies sont en croissance. L'économie américaine autour de 2,5, l'économie de la zone euro autour de 1,5. Cette croissance, elle n'est certainement pas homogène, parce qu'elle est largement dépendante de la dépense des ménages. Il y a peu d'investissements aujourd'hui dans la zone euro ou dans les entreprises. C'est surtout les ménages, la consommation des ménages qui amène de la croissance, et non pas l'investissement des entreprises. Un facteur qui est déterminant et qui rassure aujourd'hui les marchés, en tout cas sur l'économie américaine, c'est le désendettement des ménages américains. Les ménages américains, depuis la crise du subprime, se sont largement désendettés. Ils sont revenus au même niveau d'endettement qu'ils avaient en 2003. Donc les ménages américains, ils ont vraiment réduit leur endettement. Et ça, évidemment, c'est un facteur de soutien pour la consommation des ménages aux États-Unis, et donc de l'économie américaine. Alors, on vous parle beaucoup en ce moment de la remontée des taux américains. C'est le sujet que tout le monde aborde dans les plateaux partout. Donc, vous savez que la Banque centrale américaine va remonter ses taux prochainement en décembre de 0,25%. C'est le début de la remontée des taux. Donc, certains craignent qu'il y ait un krach obligataire comme il y avait eu lieu en 1994. Alors, ce n'est pas du tout la même chose cette fois-ci. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un krach obligataire? On en parle beaucoup, mais finalement, c'est quoi les conséquences? Alors, le prix d'une obligation, c'est l'inverse de l'évolution des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, le prix d'une obligation baisse. Donc, quand les taux d'intérêt montent, vous perdez en capital sur le prix de votre obligation. Inversement, quand les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation augmente. Ça fait 35 ans quasiment qu'on a des taux d'intérêt dans le monde entier qui n'arrêtent pas de baisser. On a atteint le plus haut en 1980-81. On avait une forte inflation, on avait, je crois, des taux d'intérêt autour de 20% à ce moment-là. Et on a baissé ces taux d'intérêt régulièrement jusqu'à, là, récemment, 2013-2014, pour arriver proche de zéro. Et quelqu'un qui avait acheté des obligations en 1980 s'est enrichi, sans rien faire, avec la forte baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est dans une situation où les taux d'intérêt vont remonter. Je ne dis pas qu'ils vont remonter beaucoup, mais ils peuvent remonter. Le premier signal, c'est aux États-Unis, ils vont monter un petit peu. Donc, quelque part, certains spécialistes craignent que la valeur des obligations chute brutalement avec une remontée plus brutale des taux d'intérêt à la hausse. C'est ça le krach obligataire. Et en quoi c'est grave, finalement? Alors, quel impact ça peut avoir? C'est grave parce que les pertes, il faut savoir que sur les marchés mondiaux, le marché des obligations est bien plus important que le marché des actions. Je ne connais pas les montants, mais il faut savoir que les bourses cumulées dans le monde, le marché des actions, c'est beaucoup moins important que le marché de la dette et des obligations. Donc, quand des investisseurs importants, comme des fonds de pension, des gros investisseurs perdent de l'argent sur les obligations, on peut avoir des ventes également sur les marchés actions pour compenser ces pertes en question. C'est pour ça que c'est très grave qu'il y ait des pertes sur les marchés obligataires. Parce qu'on a un phénomène de contagion sur les autres classes d'actifs qui peut se généraliser, y compris sur l'immobilier, les actions, etc. Et les pertes. Et cette masse d'argent aujourd'hui sur la dette est beaucoup plus importante. Les assurances vie en France font partie de ces institutionnels? Voilà, les compagnies d'assurance vie en France investissent exclusivement sur les obligations d'État. Pour ce qui est de la France, essentiellement les obligations d'État françaises, donc les DOAD, ce qu'on appelle les dettes souveraines françaises, majoritairement. Donc c'est vrai qu'en cas de remontée des taux brutales, c'est quelque chose qui peut se produire. C'est-à-dire que là, ils seront vraiment en difficulté.
Mais encore une fois, dans la zone euro, je ne vois pas de remontée rapide des taux d'intérêt. La situation économique reste quand même si on a un pays de croissance, la situation économique reste quand même compliquée, on a un taux de chômage élevé, on a une inflation qui reste faible, et la Banque Centrale Européenne, pour le moment, on ne voit absolument pas de remontée des taux dans la zone euro. Pour le moment, ça concerne les États-Unis, avec un taux de croissance plus élevé, avec un taux de chômage bien plus faible que le nôtre, même s'il est discutable autour de 5% aujourd'hui. Nous, dans la zone euro, en termes de taux d'intérêt, je pense qu'on a encore de la visibilité. En tout cas, sur l'année qui vient, on a encore. Donc là, sur ce graphe, tu nous disais qu'on voyait l'anticipation des hausses des taux aux États-Unis. Voilà, alors la Fed, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne nous dit que les taux d'intérêt vont passer de 0 à 3,5% en 4 ans. C'est ça le message aujourd'hui de la Banque Centrale Américaine. Donc quelque chose de très modéré en termes de hausse. Alors qu'en 1994, ils étaient passés de 0 à 3% en 12 mois. C'est pas du tout la même chose. Et en 1994, en effet, on avait eu un crash obligataire avec la remontée. Cette fois-ci, ça va être quelque chose d'extrêmement progressif. Encore une fois, la raison, c'est l'inflation qui reste partout dans le monde extrêmement faible. Ça, c'est la nouveauté, c'est quelque chose, je pense, avec lequel il faudra s'habituer. C'est le monde nouveau, c'est un monde où il y a peu d'inflation. Pourquoi il y a peu d'inflation? C'est qu'il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup d'offres dans le monde, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de choses qui sont produites et pas assez de demande. On a un problème de croissance. Donc c'est vraiment un nouveau paradigme en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises investissent peu aussi. Parce qu'il y a déjà beaucoup de capacités dans beaucoup de domaines. On parle beaucoup de la Chine. Sachez qu'en Chine, contrairement à la France, en Chine, vous avez plus de 30% du parc immobilier qui est vide. Vous avez un taux de vacance de l'ordre de 30%. Tout confondu, toutes les grandes villes confondues. Vous avez des centres commerciaux qui sont vides. Vous avez des surcapacités dans l'automobile, dans l'acier. Voilà, donc on a trop investi dans ces pays-là. Et globalement, dans le monde, il y a beaucoup trop de capacités aujourd'hui par rapport à la demande. Donc ça crée des pressions déflationnistes. Et ces pressions déflationnistes, à mon sens, vont perdurer, quoi qu'il arrive. Donc la conséquence de cette divergence de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe, c'est la forte baisse de l'euro qu'on a ici. On est passé autour de 1,40 jusqu'à 1,05 aujourd'hui. Donc ça, c'est une bouffée d'oxygène pour la zone euro, pour les entreprises, pour l'économie. C'est ce qui nous a permis d'avoir cette petite reprise passant de la récession qu'on a eue en 2011-2012. Est-ce que pour ces problèmes monétaires, de taux monétaire, cette fois, enfin, de taux de change plutôt, bon, euro, dollar, c'est bien, mais qu'en est-il de la livre et du yen, par exemple, elle se situe plutôt dans le camp de l'euro, dans le camp du dollar? Alors, le yen, l'économie japonaise est très proche de l'économie de la zone euro en termes de cycle. Elle a les mêmes difficultés, plus prononcées d'un point de vue démographique, mais elle a les mêmes difficultés. Donc le yen avait beaucoup dévalué en 2013 et un petit peu en 2014. Et donc le yen, finalement, ça reste une monnaie qui peut de nouveau se déprécier parce que l'activité n'a véritablement pas démarré et la Banque centrale japonaise sera amenée à de nouveau acheter beaucoup de dettes comme elle l'a fait dans le passé. Donc le yen est dans la catégorie de l'euro. Pour ce qui est de la livre, c'est assez paradoxal. C'est une économie qui, très sincèrement, est assez paradoxale. Je l'explique. L'économie britannique est en déficit. C'est une économie qui exporte peu, qui importe beaucoup. Donc quand on dit dans le jargon économiste, l'économiste, on dit qu'elle a une balance des paiements déficitaire. Mais c'est une économie qui attire énormément de personnes. Et la livre continue de s'apprécier. La livre est devenue une monnaie qui s'apprécie, alors que d'un point de vue macroéconomique, la livre devrait se déprécier, parce qu'elle a une balance de paiement déficitaire. Donc c'est une économie qui est assez bizarre, et elle n'est pas si bizarre que ça, c'est simplement une valeur refuge. Le monde entier, et en particulier les gens du Moyen-Orient, d'Asie, toutes ces personnes d'Asie et du Moyen-Orient investissent beaucoup en Grande-Bretagne pour des raisons fiscales, certainement pour des raisons de valeur refuge. Voilà. L'immobilier à Londres est une valeur refuge, comme Paris l'a été dans le passé, et donc il faut changer ces dollars ou son yuan en Chine ou autre monnaie en livres, et donc
ils achètent beaucoup de choses sur la place de Londres. C'est ça un petit peu la force de l'économie britannique, c'est cette capacité d'attirer le monde entier chez eux. Donc c'est vrai que dans les monnaies émergentes sont plutôt à la baisse aujourd'hui. Il n'y a que la monnaie chinoise qui arrive à tenir, parce que la Chine détient les réserves de change, elle fait tout pour tenir la monnaie, mais elle va, à mon avis, encore être amenée à faire déprécier cette monnaie progressivement, de façon contrôlée. Et les autres monnaies évaluent pas mal, donc c'est vrai qu'on est un peu dans une guerre d'échange. Tous les pays cherchent à avoir une monnaie la plus faible possible pour relancer la croissance et l'inflation. Ça relativise l'avantage compétitif dû à C'est vrai, la baisse de l'euro, parce que c'est vrai par rapport à la zone dollar, c'est moins vrai par rapport Exactement, c'est tout à fait exact. Et malgré tout, on n'exporte pas que de dollars. Voilà. Alors, malheureusement, quand on regarde la zone euro dans sa globalité, quand on est exportateur, on connaît les deux pays. Hein. Enfin, c'est essentiellement l'Allemagne, les Pays-Bas et un peu l'Italie. Il faut savoir que la France, on est très peu exportateur. C'est surtout l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie qui sont les pays exportateurs dans la zone euro. Mais quand même, globalement, l'euro s'est quand même déprécié par rapport à l'ensemble du monde. Hein. Clairement, ça, c'est un facteur de soutien. Comme vous l'avez fait pour le pétrole, il va y avoir un effet. En fait, l'effet de dévaluation de l'euro, il n'est pas complètement vu sur l'économie. Si vous prenez Air France, c'était couvert, Airbus, c'était couvert. Donc en fait, ils vont avoir pleinement, ils commencent tout juste à bénéficier de la baisse de l'euro. En termes de résultats. Exactement. Alors en macroéconomie, je pense que les effets sont déjà là, parce qu'effectivement, comme la demande internationale mondiale est plutôt déprimée, les effets ne sont pas si forts que ça. Mais c'est vrai que sur les résultats des entreprises, on aura des effets différés, compte tenu de ces éléments de couverture. C'est beaucoup plus vrai, je pense, pour le taux de change, c'est moins vrai pour le pétrole. Et sur le taux de change, il est clair qu'on aura des effets positifs, bénéfiques, encore en 2016. On n'a pas tout vu, à mon avis, sur les résultats des entreprises. Alors, désolé pour ces graphiques, c'est pas bien sorti. C'est toujours les fameux indicateurs avancés dans les pays. Donc là, on est dans les pays émergents. Ici, vous avez les indicateurs avancés des principaux pays émergents qui sont en dessous de 50, hormis l'Inde. Le seul pays qui se porte bien aujourd'hui dans les pays émergents, c'est l'Inde. Le Brésil est en récession dure. La Russie, elle va un peu mieux que l'année dernière, mais ça reste quand même difficile. Elles ont beaucoup de moyens financiers, beaucoup de réserves de change. Et la Chine continue de ralentir, tout au moins sur sa partie industrielle, alors que l'économie de services en Chine se tient plutôt bien. Donc il y a quand même une divergence, je dirais, il n'y a pas d'homogénéité entre toutes ces zones, mais globalement, l'ensemble des pays émergents souffrent aujourd'hui. Ils ont beaucoup bénéficié des capitaux américains. Quand il y a eu les quantitative easing aux États-Unis, les investisseurs, les gros investisseurs américains ont énormément investi à partir de 2009-2010 dans les pays émergents. Et maintenant qu'ils prévoient une remontée des capitaux américains, ces capitaux sont partis de ces pays émergents pour aller se réfugier de nouveau aux États-Unis dans leur marché, leur propre marché, profiter de cette remontée des prix. Donc il y a eu beaucoup de sorties de capitaux des émergents. Et c'est ce qui a aussi aggravé la crise dans ces pays-là. Une grande dépendance des capitaux extérieurs. Donc, c'est-à-dire que si ces sorties de capitaux ont déjà eu lieu par anticipation, lorsque les taux vont effectivement remonter, on n'aura plus cet effet sortie de capitaux? Alors, je pense que ça dépend de quel pays on parle, mais je pense que pour la Chine, ça va continuer parce que la monnaie chinoise est surévaluée. C'est ça le problème. C'est que la monnaie chinoise a été complètement payée, comme on dit, c'est-à-dire liée à l'évolution du dollar. Et on a vu ces derniers temps une réappréciation importante du dollar. Et la monnaie chinoise s'est également réappréciée. Ce qui fait qu'ils ont perdu énormément en compétitivité. Et la monnaie chinoise étant surévaluée, les entreprises qui gagnent de l'argent aujourd'hui en Chine ont tendance à transformer leur trésorerie en une monnaie autre, c'est-à-dire éventuellement dollars ou autre. En tout cas, changer les yuan qu'ils ont en une autre monnaie. Et donc, il y a des sorties de capitaux assez importantes de Chine aujourd'hui. Et c'est ce qui a provoqué la crise du mois d'août. C'était des sorties de capitaux gigantesques sur le mois d'août qu'ils ont dû essayer de contrôler avec des réserves de change qu'ils avaient. Ils ont dévalué 3%, mais ils ont été pris un peu de court par des montants, la puissance de sortie.
qu'il y avait à ce moment-là. Et pour toi, cet effet-là n'est pas fini. On a vu au mois d'août qu'il a causé une crise au sein des marchés. Alors, pour moi, c'est pas fini, et les autorités ont beaucoup de moyens afin de la contrôler, de la maîtriser. Mais ce n'est pas fini parce que clairement, la monnaie chinoise, elle s'est énormément appréciée. Pour vous donner une idée, par rapport au yen japonais, la monnaie chinoise, le yen japonais a perdu 50% par rapport à la monnaie chinoise en 2-3 ans. Vous voyez un peu la compétitivité des Chinois aujourd'hui, elle est vraiment réduite à. C'est très compliqué pour eux. Donc justement pour la Chine, vous avez ici la croissance des ventes de détail. Alors même s'il y a une décélération, on est sur des niveaux de plus 10-11% par an. Donc l'économie chinoise va bien dans la demande intérieure, les ventes se passent bien. Ce qui va pas bien dans l'économie chinoise, ce sont les investissements. Ce sont des investissements en infrastructure, ce sont en moindre mesure aussi les exportations pour qu'il y ait la compétitivité, mais la demande domestique en Chine se porte bien, il n'y a pas de problème particulier, on voit là 11% de croissance en volume actuellement. Donc on voit ici la baisse de la production industrielle, c'est ça qui ne va pas bien, beaucoup de surcapacité, comme je dis tout à l'heure, il y a des surcapacités dans énormément d'industries. On a trop investi, il y a beaucoup d'usines qui ne tournent pas à pleine capacité. Donc des investissements qui sont en forte baisse. Donc pour 2016, attention, je pense que l'atterrissage de l'économie chinoise est loin d'être terminé. Le seul élément rassurant, c'est que les autorités ont beaucoup de moyens. Ils ont la possibilité de baisser les taux d'intérêt, ils ont un endettement public beaucoup plus faible que nous, ils ont les moyens également d'injecter de l'argent, donc ils vont essayer de contrôler. Mais la décélération de l'économie chinoise n'est pas terminée, elle va, à mon avis, continuer sur l'année qui vient. Donc si on traduit, ça veut dire que ça ne devrait pas provoquer une grande crise sur les marchés, on a les moyens de contrôler cet atterrissage, mais ce n'est pas encore le moment de retourner sur les émergents. Non, c'est beaucoup trop tôt sur les émergents, c'est beaucoup trop tôt. Les émergents, il faut attendre que la dépréciation justement de la monnaie chinoise soit effective et qu'elle soit à un niveau considéré comme un niveau d'équilibre pour repartir de nouveau, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc quelque chose qu'on peut voir sur l'année 2016 par exemple. Peut-être sur 2016, ou peut-être sur 2016 et 2017. Le Parti communiste n'a pas prévu un plan justement d'infrastructure pour relancer un peu le côté industriel? Oui, tout à fait. Alors, on a vu qu'ils avaient prévu des relances publiques, justement, mais c'est un peu à contre-courant de ce qu'ils veulent faire, parce que à partir du moment où ils veulent développer l'économie de services, développer les ventes du détail, là, ils essaient de gagner du temps. C'est-à-dire, vous avez une décélération de l'activité au niveau industriel et investissement, et de l'autre côté, vous avez une activité service globalement qui s'améliore. Mais ce qu'il faut, c'est gérer justement la décélération et l'accélération. Donc c'est une manière effectivement de contrôler la décélération de l'économie. On parle toujours de 6,5 de croissance. À mon avis, ça va être quand même très compliqué, 6,5 de croissance, parce qu'on a d'autres indicateurs qui montrent, alors il y a des économistes qui font des calculs sur les productions d'électricité et autres, et qui nous disent que peut-être que la croissance en Chine est déjà bien plus faible que les chiffres annoncés. Le problème en Chine, c'est que les chiffres, personne ne peut les vérifier. Vous savez qu'ils sortent les chiffres de croissance, je dirais, le jour suivant du trimestre. Alors qu'aux États-Unis, vous avez une première estimation, une deuxième estimation, une troisième estimation. Il y a des gros écarts entre les estimations. Il y a des gros écarts. Mais eux, en Chine, on a le chiffre quasiment 48 heures avant la fin du trimestre. On vous dit déjà que c'est ça. Et il sort par décret. Mon inquiétude pour 2016, c'est un peu les réserves de change. Ici, vous avez les réserves de change de la Chine qui sont passées de 4 000 milliards à 3 500 milliards. Ça veut dire qu'ils ont utilisé plus de 500 milliards de réserves de change pour défendre la monnaie chinoise. Et ça va très très vite. Encore une fois, c'est lié à la surévaluation de la monnaie. Donc ils ont les moyens, quand on a 4 000 milliards, mais la vitesse à laquelle ils utilisent ces réserves de change montre la pression qu'il y a aujourd'hui de sortie capitaux-prenants de Chine. Ici, vous avez les variations mensuelles, et ça, c'est le mois d'août 2015. Il y a eu près de 90 milliards, 90 milliards de réduction de réserves de change et 108 milliards de sorties capitaux sur le mois d'août seulement. Alors ça s'est un peu atténué, mais c'est ça qu'il faut surveiller, parce que la diminution des réserves de change, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour l'OPEC, qui également pioche aujourd'hui dans ses réserves de change pour
financer ses déficits publics. La Russie, tous ces pays producteurs de matières premières, producteurs de pétrole, finalement, c'est moins d'argent disponible pour les marchés financiers. C'est ce qui crée aujourd'hui de la volatilité sur les marchés. La volatilité que nous avons depuis quelque temps sur le marché est très liée à ce rétrécissement des masses monétaires au niveau mondial. Pourtant, les banques centrales n'arrêtent pas d'en mettre. Oui, mais pas, qu'on ne pense pas, parce que la Fed n'en met plus. La Fed a arrêté d'en mettre, son bilan est stabilisé. Et la BCE, elle seule, c'est pas suffisant. Elle va augmenter son bilan de 2 000 à 3 000 milliards, 1 000 milliards. 1 000 milliards sur la durée, c'est-à-dire sur les 15 ou 18 mois qui sont prévus. Et là, quand vous voyez uniquement la Chine, 550 milliards en 6 mois, vous voyez bien que c'est pas une... Et je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'OPEP, mais l'OPEP aussi, tous ces pays producteurs de pétrole aujourd'hui sont en difficulté. Évidemment, le pétrole est divisé par deux. Et donc là aussi, vous avez des réductions de réserves de change. J'ai un graphique qui n'est pas là, mais vous avez les réserves de change au niveau mondial, dont la décélération est extrêmement rapide. Alors, ce qu'on attend demain, c'est ça. Vous savez qu'il y a le Conseil de politique monétaire, la BCE, qui se réunit. Donc, on attend le fameux QI2, avec 3 mesures phares. Je ne sais pas s'il y aura les 3, mais une des 3 ou 2 sur 3. C'est d'une part la prolongation du quantitative easing de septembre 2016 à décembre 2016. La deuxième mesure attendue, c'est éventuellement une augmentation de l'achat passant de 60 à 80 milliards. Ça permettra encore une fois de faire baisser l'euro. Et la troisième mesure très attendue, qui est très technique, c'est la baisse du taux de repos. En gros, c'est de pénaliser les banques qui vont déposer l'argent à la Banque centrale et qui ne vont pas le prêter à l'économie. Donc les banques vont peut-être être incitées à prêter plus à l'économie ou à changer les euros en dollars et faire baisser encore plus l'euro. Sur ces 3 mesures, je pense que la première, on est quasiment sûr qu'on aura la première, mais pour les 2 autres, c'est la grande attente des marchés. Les marchés risquent d'être très volatiles demain parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à toutes ces 3 mesures. Enfin, si ce n'est pas demain, ça sera voilà, à mon en mars, en janvier. point de vue, la première mesure sera effective et les 2 autres, je pense que Mario Draghi va les garder en réserve pour 2016. Justement, si jamais on avait de nouveau une remontée de l'euro vis-à-vis du dollar, il remettra sur la table des choses afin de faire pression à la baisse sur l'euro. Donc, à mon avis, il va garder les 2 autres mesures pour la suite, c'est-à-dire en 2016. Et pour les marchés, finalement, c'est pas plus mal, parce que c'est des cartouches qu'on garde pour dans un premier temps, peut-être que les marchés vont mal réagir, et dans un deuxième temps, c'est vrai que ça nous laisse une possibilité d'avoir d'autres actions de la BCE en 2016 et de maintenir l'euro le plus faible possible. Parce que c'est ça un peu la confiance qu'on a aujourd'hui sur le marché financier de la zone euro est très liée au taux de change. Alors, comment tout ça se traduit justement sur les décisions de gestion dans le fonds Union Patrimoine? Alors, c'est pas 2019, c'est 2015, hein, vous avez bien. Alors, ce fonds, on l'a créé le 15 décembre 2014. Donc, il va avoir un an, en fait. Voilà, il va avoir un an très bientôt. Donc, il y a eu une phase de mise en place un peu de la construction du portefeuille sur le premier trimestre de l'année. C'est ça. Hein. C'est toute cette partie-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, sur le premier trimestre de l'année, on a construit le portefeuille, on a démarré, et la vérité, c'est que les marchés se sont envolés au premier trimestre avec le quantitative easing de la zone euro. Vous savez que les marchés, entre le 1er janvier et à peu près fin mars, mi-avril, ont monté de 22% sur le marché européen, avec la mise en place de la politique de la Banque centrale européenne. Donc nous étions en phase de constitution du portefeuille. Donc on n'a pas pleinement profité du premier trimestre parce qu'on est allé progressivement, comme on le fait dans un démarrage de fonds. Plus tard, il y a eu la crise grecque. Au moment de la crise grecque, il y a eu un événement, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Tsipras a décidé de provoquer un référendum. C'était la grande surprise à un moment donné, au moment des négociations. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas voulu prendre le risque sur ce fonds-là d'être investi. Si jamais il y avait eu un clash, les choses seraient mal passées, la Grèce sortait de la zone euro, il y aurait quand même des turbulences beaucoup plus fortes que ce qu'on a eu.
Et je n'ai pas voulu, pour un fonds qui venait de commencer, toujours dans cette idée d'essayer de préserver le capital avant tout, je n'ai pas voulu prendre le pari de la réussite, je dirais le pari que tout allait bien se passer. Donc j'ai été relativement prudent, je n'ai pas profité de ce rebond, de la bonne nouvelle, quand les élections sont bien passées, que la suite s'est bien passée. Donc on a un petit peu perdu le moment de la remontée des marchés sur cette phase-là, après la crise grecque. Et après, sur la deuxième partie de l'année, on était assez confiant. La raison, c'est que chaque fois qu'on a eu la crise, et en particulier au mois d'août, Mario Draghi nous a dit moi je suis là et je vais en faire plus. C'est pour ça qu'on attend demain. Donc les marchés sont remontés avec le discours de la BCE. Et ce discours a de nouveau fait baisser l'euro. Je vous rappelle qu'au mois d'août, on avait un euro qui était monté jusqu'à 1,17, 1,18. On était en moyenne à 1,15, on est monté à 1,17, 1,18. Et actuellement, on est aux alentours de 1,06. Donc on voit bien que les marchés européens sont très liés à l'évolution du taux de change de l'euro. Donc la performance du fonds depuis sa création, c'est-à-dire le 15 décembre 2014, est de l'ordre de 7%, 6,93 exactement. Ici, vous avez quelques indicateurs. La volatilité, 11,60. Alors la volatilité, c'est un indicateur souvent regardé pour les fonds en général. Il faut savoir que la volatilité des marchés financiers, la volatilité donc des fonds en général, partout, énormément augmenté en 2015. On a bien vu cette année 2015, une succession d'événements. C'est plusieurs années dans une seule, et on a une forte augmentation de la volatilité dans toutes les classes d'actifs, y compris les obligations. Alors actuellement, le portefeuille se décline ainsi. Donc vous avez une exposition à 59% en actions. Alors il est important de repréciser que ce n'est pas un fonds action. C'est un fonds diversifié qui s'expose aux actions quand c'est nécessaire, mais toujours dans l'idée entre guillemets, de préserver le capital et même de se retirer si on estime que le risque est important. Donc aujourd'hui, on a une exposition en action qui est à 59%. C'est une exposition quasi en totalité dans la zone euro. On ne peut pas aujourd'hui être sur les marchés américains, pas pour les raisons du dollar, parce que le dollar normalement devrait être plutôt s'apprécier, mais simplement pour une question de surévaluation du marché américain. Je veux juste vous préciser que le marché américain, sur les 4 dernières années, a monté de 70%, alors que les bénéfices de ces mêmes sociétés américaines ont seulement progressé de 10% sur la même période. Vous montrez à quel point le marché américain est monté extrêmement vite et très en avance aujourd'hui. Donc le marché américain est cher. Le marché américain, par rapport à la zone euro, est vraiment clairement plus cher. Alors on peut le dire, l'économie américaine, c'est pas la même que l'économie de la zone euro, mais l'économie c'est une chose, mais les marchés, les sociétés américaines ont pris vraiment beaucoup d'avance. La valorisation des sociétés américaines a pris beaucoup d'avance aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on est dans la zone euro. Encore une fois, on a un rattrapage en termes de bénéfices et de marge dans la zone euro qu'on n'a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les marges des entreprises sont au plus haut. Dans la zone euro, les marges sont en train de progresser avec les facteurs que j'ai précisés avant, c'est-à-dire le taux de change qui est bas, les taux d'intérêt qui sont bas, la baisse du prix du pétrole. Vous avez les marges des entreprises qui sont en train d'augmenter. Et les résultats des entreprises 2015 par rapport à 2014 ont progressé, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et on attend également une progression des résultats en 2016 par rapport à 2015 dans la zone euro globalement. Donc la zone euro est vraiment le marché le plus intéressant. Il y a peut-être un autre marché qu'on pourrait regarder à un moment donné, c'est le marché japonais, qui a des similitudes avec la zone euro, tout simplement parce que l'activisme de la Banque centrale est extrêmement important et que le yen sera amené dans ce cas-là également à se déplacer. C'est peut-être un marché qu'on va regarder dans un deuxième temps, mais aujourd'hui, on se concentre sur la zone euro. On a des fonds et des gérants qui sont des gérants de proximité qu'on connaît, qu'on peut acheter et qui nous permettent d'avoir cette relation, je dirais, étroite dans la gestion. ETF, c'est qu'on est investi directement sur les indices. Alors, les ETF, là, on a des fonds pour les 21%. Et les ETF, ce sont des, ce qu'on appelle dans le jargon financier des trackers, c'est-à-dire on investit directement sur des indices. Pourquoi des ETF et non pas uniquement des fonds? C'est que quelque part, les ETF, c'est une gestion tactique. Quand il y a eu les événements au mois d'août,
Si on devait désensibiliser le portefeuille pour une raison quelconque de gravité extrême de du risque, les ETF sont cotés en temps réel. On pouvait se dessaisir directement dans ces produits-là et désensibiliser le portefeuille. Alors que sur les fonds, on a un délai. On a un délai de 24 heures, on vend un fonds, comme nous tous, hein, et on a un délai d'exécution à court inconnu. Donc, il fallait être extrêmement réactif. Il faut en ce moment être flexible, réactif. Les marchés sont extrêmement volatiles. On verra demain avec la décision de la BCE. On voit bien que les variations sont assez importantes. Et les ETF, aujourd'hui, dans une gestion un peu plus tactique, sont plus intéressants. Ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, hein, mais pour le moment, c'est nécessaire. Il y a deux autres éléments que tu évoquais qui sont intéressants. Tu disais que toujours sur la partie action qui représente 60% hein, du portefeuille, tu ne voulais pas investir sur des secteurs, mais plutôt sur un indice global. Peut-être évoquer la raison. Oui, alors, par exemple, quand vous prenez un indice CAC 40, vous avez des valeurs depuis le début de l'année qui ont monté de 50% et d'autres qui ont baissé de 30 ou 40%. Vous avez une dispersion des performances pour obtenir le 14% qui est extrême. Rarement vu des performances aussi. Ouais, c'est marqué quand même. C'est très marqué. Et donc là, vous avez un risque, si vous êtes investi sur un secteur ou sur un fonds qui a plutôt envie d'être dans tel ou tel secteur, le pétrole, par exemple, vous avez un risque de contre-performance. Alors sur l'indice, vous investissez globalement sur l'indice, vous êtes sur tous les secteurs de l'indice et vous êtes sûr finalement de ne pas vous tromper. Donc c'est également une façon d'éviter ces problématiques de divergence de performance, c'est surtout lié aussi au taux de change. Je m'explique, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous avez beaucoup de monnaies dans les pays émergents qui ont dévalué. Pour les analystes en ce moment, c'est très compliqué d'anticiper l'impact sur telle ou telle entreprise de telle ou telle variation de monnaie. Donc c'est vrai qu'il y a des surprises, il y a ce qu'on appelle des profit warnings, c'est-à-dire des mauvaises surprises sur les résultats. Et là, vous avez des fortes baisses sur certains titres. Et l'avantage sur les ETF, c'est qu'on globalise tout ça et au moins on n'a pas une erreur importante sur ce type de marché. Et le deuxième élément que tu m'évoquais, c'est le fait d'être en partie là, dans la multigestion, sur les mid et les small cap. Alors oui, tout à fait. Alors sur la multigestion, on privilégie beaucoup les small et mid cap, c'est-à-dire des sociétés pas des grandes multinationales, des sociétés qui travaillent plutôt sur la zone euro, parfois peu exportatrices, plutôt sur la demande domestique, parce que c'est là qu'on a une bonne visibilité. Aujourd'hui, les sociétés exportatrices sont très perturbées par les niveaux de taux de change. Encore une fois, l'euro a baissé, mais c'est vrai qu'il y a des monnaies qui ont baissé également, et la demande mondiale est globalement plus faible. Donc on investit sur les mid et les small cap pour plutôt jouer des sociétés qui sont plus dépendants de l'intra-zone euro, et qui commercent finalement et qui vendent dans la zone euro et non pas à l'extérieur de la zone. Oui, tu as évoqué tout à l'heure le marché espagnol qui a été pénalisé parce qu'il y a beaucoup de sociétés espagnoles qui investissaient ou qui exportaient en Amérique du Sud et l'Amérique du Sud était en récession. Voilà. Donc assez exposé sur la zone euro et pas mal sur les mid et les small. Au niveau des ETF, vous avez parlé donc des grands indices. Vous n'utilisez pas les ETF pour faire du segment, par exemple santé, télécom Alors justement, je ne peux pas aujourd'hui être trop sectoriel parce qu'il y a trop d'éléments qui perturbent. Vous voyez, par exemple, sur la santé, dans la campagne présidentielle aux États-Unis, ils parlent beaucoup de la santé en ce moment. Et donc, ça avait un impact sur Sanofi. Après, ils ont fait une croissance externe, mais ça a un impact sur Sanofi. Donc, aujourd'hui, il y a peu de visibilité pour les analystes sur les anticipations de résultats. On sait que globalement, ça sera mieux. Les causes, on les connaît, c'est les facteurs baisse de l'euro, etc. Mais sur les anticipations des analystes, c'est assez compliqué. Par exemple, sur les GAFA, là, Google, Apple, Facebook et autres, vous n'en avez pas du tout alors. Alors que là, il y a quand même des anticipations, pas sur les 4, mais elles ne font pas de profit, qui sont relativement bonnes, si vous voulez. Alors, même si c'est en dollars. Oui, en plus, le dollar monte, donc on a plutôt gagné. Oui, tout à fait. Il faut voir les valorisations. C'est là où on est en problématique. Le problème Elles sont déjà chères, peut-être. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez une société avec des PER très élevés, il faut s'assurer que vous aurez une séquence de résultats, de croissance des résultats élevés. Et dans le monde dans lequel on est, on voit bien que
la croissance chaque année dans le monde, elle est en train de décliner globalement. Donc ces sociétés, par l'innovation, par la création de produits, s'en sortent, mais en dehors de ça, un produit il y a 1 an ou 2 ans, il est déjà vieux aujourd'hui. Il faut recréer un nouveau produit de relais de croissance. Donc personnellement, je suis assez prudent parce que j'imagine mal une fréquence, une constance de la croissance des résultats dans le monde. Ça me fait peur. On peut avoir des déceptions. Je pense qu'on aura des déceptions. Dans les biotechnologies, là, c'est. Pour y voir une nouvelle bulle numérique, 10 ans après. Aux États-Unis, sur le Nasdaq, on a déjà eu des corrections. Le marché a déjà corrigé. Je pense vraiment que. Je ne pense pas qu'on aurait une correction importante parce qu'il y a toujours cette attirance des États-Unis et du dollar. C'est quelque chose de fort. Les États-Unis, c'est le dollar d'abord. Mais je vois mal ces marchés progresser un peu comme quelqu'un me dirait immobilier à Paris, niveau immobilier, est-ce que je vois mal ces marchés véritablement progresser au niveau où ils sont. Ils sont mieux. Tu ne vas pas non plus corriger. Je ne vois pas beaucoup corriger parce que le marché américain, c'est un marché qui attire énormément de monde. Et il y a cette force du dollar. Effectivement, quand on achète des actions américaines, on achète d'abord du dollar. Ça, c'est rassurant. Un mot peut-être sur la partie obligataire, obligation HY, AI, au rendement. Alors, la partie obligataire, elle est relativement faible. Hein, quand vous additionnez les deux postes, là, ça fait environ 10%. Alors, AI, investment grade, qu'est-ce que ça veut dire? Investment grade, ce sont des obligations bien notées. Dans les obligations, on a des notations, 3A, triple B, double B, etc. Et quand une société est en très bonne santé, c'est une obligation très bien notée. On appelle ça des obligations investment grade. Le problème, c'est que c'est des obligations qui ne rapportent pas beaucoup. Un peu mieux que le monétaire, mais pour vous donner une idée, une obligation très bien notée aujourd'hui, ça nous rapporte environ 1,2 sur 1,2 par an. Donc c'est pas très rentable. Mais par contre, on a affaire à des sociétés de premier plan qui vont pratiquement jamais faire faillite, qui vont payer tout le monde. Donc c'est assez rassurant, c'est protecteur. Ensuite, on a des obligations dites AID, haut rendement en français. Ce sont des obligations de sociétés qui sont un peu tendues en termes de dette, mal notées, beaucoup de dettes dans le bilan. Voilà. Et ce sont des sociétés qui, en revanche, nous donnent un rendement plus intéressant. Donc, dans cet univers du AI, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes parce que vous pouvez avoir des sociétés dont les bilans sont tendus, mais de l'autre côté, il peut y avoir des actifs dans ces sociétés qui ont une certaine valeur. Donc, quelque part, on dit qu'à un moment donné, il peut très bien vendre l'actif, nous, obligataires, c'est pas un problème. Hein. Si demain il y a moins de résultats, je ne vais pas acheter l'entreprise. Moi, ce que j'ai acheté, c'est le fait d'être payé. Donc, je peux acheter au cas par cas des sociétés de ce type-là. Aujourd'hui, on trouve des rendements intéressants dans ces segments du AI, en particulier dans le secteur pétrolier et parapétrolier, évidemment, parce que les pétroles a beaucoup baissé. La plupart de ces sociétés sont en difficulté. Une société en grande difficulté comme Vallourec, par exemple, que vous connaissez peut-être, et puis d'autres comme Veritas, pétrolière. Toutes ces sociétés sont en difficulté. Au cas par cas, il y a des choses à regarder. Parce que les rendements viennent à des niveaux très intéressants. Parce qu'il y a du risque, mais le risque est rémunéré. Voilà, tout à fait. Et les monétaires, ça rapporte rien du tout. Alors ça rapporte rien du tout. Et même légèrement peut-être négatif. Tu dis c'est le quart du fond et ça rapporte rien. Pardon? C'est le quart du fond quand même et ça rapporte rien. Oui, tout à fait. Mais alors, pourquoi ce choix? Alors, deux raisons. D'abord, ça permet de maîtriser la perte maximale du fonds dans un moment de tempête. Comme au mois d'août dernier, quand les marchés sont tombés fortement, le fonds, entre le plus haut et le plus bas, a fait 10% de performance négative. Si on n'avait pas eu ce genre de coussin, on aurait probablement une performance négative encore plus importante. Donc, quelque part, c'est un outil de risque, de gestion du risque. Et le deuxième élément de ce cash, c'est encore une fois de pouvoir, d'un point de vue tactique, si les marchés baissent beaucoup, il y a des choses intéressantes. À ce moment-là, je ne vais pas vendre des actions qui ont déjà baissé. Il faut que j'ai du cash pour pouvoir acheter. Sinon, je ne peux rien faire. Et je passe devant les trains et je ne fais rien. Donc là, il faut que je puisse saisir ces opportunités.
parce qu'elles existent au moment où on les déteste. Donc voilà un petit peu les deux raisons du cash. Alors, le fonds ici, par rapport à d'autres fonds de la catégorie. Je voulais juste rajouter la décorrélation. Oui, alors, ça aussi, c'est le cash, c'est le seul actif qui ne baisse pas. Quand il y a vraiment un mouvement de panique sur le marché, que vous soyez aux États-Unis, au Japon, en Asie, où que ce soit, tout baisse. Aujourd'hui, tout est corrélé. Le cash ne baisse pas. Donc, ça ne rapporte rien, mais ça permet de sécuriser. C'est l'argent de poche. Voilà, l'argent hyper sécurisé, surtout il faut. Le cash, là, évidemment, ça rapporte rien, mais c'est l'utilisation. C'est comme ça qu'on parle de l'utilisation. Voilà. Peut-être des questions, je ne sais pas, par rapport à. Oui. Alors, les frais de gestion. Les frais de gestion, répétez les questions. Oui, alors les frais de gestion du fonds. Les frais de gestion, Laurent, peut-être tu as la réponse en tête. Un petit coup de mémoire aussi. Ah, si, hein. Ils sont dessus. 1,90. 1,90. C'est écrit. C'est écrit. Les questions là. Oui. Dans le 693, par contre, dans le 693, c'est net de frais de gestion. Les performances, bien sûr, sont des frais de gestion. Et les frais d'entrée. Les frais d'entrée, je vais mettre. Il n'y a pas de frais d'entrée sur le fonds. Le minimum d'investissement. Le minimum d'investissement, c'est 10 000 euros chez nous. Bien. 10 000 euros. Fiscalement, comment ça se passe? Après, tout dépend où vous le mettez. Donc, la plupart de nos clients, en fait, l'ont mis dans un C'est une question complexe, mais... Non, mais justement, donc, la plupart de nos clients le mettent dans un contrat d'assurance vie. Donc, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Ah bon? Ah oui. On peut le mettre dans un... Oui, il est éligible sur les contrats Alors, d'assurance dans vie. ce cas-là, il est important parce que vous n'ayez pas en effet de valeur en dollars. Non, on pourrait nous dans le dossier Non, il n'y a pas de contrainte d'investissement sur le contrat d'assurance vie. C'est toujours sur le PEA qu'il y a des contraintes d'investissement. Là, aucune contrainte sur le contrat d'assurance vie. D'accord. Assurance vie en PEA. En PEA. Il n'est pas éligible au PEA parce qu'effectivement, il peut être investi hors action de la zone euro. Européenne. Il n'est pas non plus éligible parce que là, j'en ai trois. Il n'est pas éligible sur tous les contrats d'assurance vie. Avant, ça s'appelait mandat action vérité, je crois. Oui. Alors, je te laisse. Oui, en fait, c'est simplement qu'on avait mis en place un mandat de gestion toujours avec AS, qui était géré par Chagir. On a fait évoluer le mandat de gestion. En fait, on l'a transformé dans ce fonds linéaire patrimoine, parce que ça permettait en fait à Chagir d'être beaucoup plus réactif. On l'a vu, tout ce qui s'est passé, tous les événements. C'est compliqué en fait d'être aussi réactif, même dans un mandat de gestion. Là, l'assureur, en fait, dans le mandat de gestion, nous donnait plus de contraintes. Par exemple, lorsqu'on faisait un arbitrage, c'était J+4 qui était appliqué. 4 jours, c'est énorme quand il se passe quelque chose sur les marchés. Ici, sur les ETF, chacun nous disait qu'il peut vendre dans la journée. S'il y a besoin de vendre, il peut vendre dans la journée. Donc on avait besoin de faire évoluer en fait, le mandat en fond pour être plus efficace. Et demain, si je trouve une belle gestion, une société de gestion avec un gérant qui est très bon, qui a un niveau de fonds, je peux l'acheter dans aucune contrainte. Alors, dans les contrats type mandat que nous avions, l'assureur, autorisé ou pas, le fonds en question. C'était quand même assez contraignant. Alors que là, on a une liberté totale de tous les actifs qu'on pourrait. L'idée, c'est de contraindre le moins possible en fait le gérant. Donc, à partir du moment où on a sélectionné le gérant, on lui fait confiance. Et après, on jugera sur sa performance, bien sûr. Mais si on lui donne trop de contraintes en amont, ça va se voir derrière dans sa performance. Donc, le fonds permet de contraindre le moins possible. C'était ça l'affaire. Ouais. Sur la multi-gestion, il y avait combien de lignes? Alors, ici, on est à peu près. Une quinzaine de lignes. Oui, c'est ça. Voilà. Environ, on a toujours. On est avec là. C'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Un peu plus de 15. Voilà, un peu plus de 15.
En général, on arrive à une vingtaine de lignes. Après, encore une fois, on est dans un moment un peu particulier où il est bon d'associer des fonds entre eux. On regarde ce qu'on appelle, nous, la matrice de corrélation, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un fonds avec un autre qui soit le moins corrélé entre eux. De manière à ce que pendant des phases de baisse, il y en a un qui baisse, l'autre qui baisse moins, ou qui éventuellement pourrait même monter. C'est possible dans certains types de fonds. Voilà, c'est ça la matrice des corrélations. Voilà. Donc, quand on construit le portefeuille, c'est ça qui est important, c'est essayer de faire en sorte que tous les fonds ne soient pas corrélés entre eux. En tout cas, au moins sur les classes d'actifs, du fonds minéral patrimoine, il y a le moins de corrélation possible. C'est accessible sur Internet, la proposition du fonds, à l'instant T, même si ça a eu peut-être sur le retard. Alors ce graphe-là, non. Action Vérité, on l'avait. Ouais, non, on n'est pas Celui-là, par exemple. ce reporting-là n'est pas sur. Non, mais les fonds le portefeuille n'est pas le minéral patrimoine. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. accessible? Non. Non. Et pourquoi? Même si c'est à une date donnée et que ça peut être, comme je dis. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait donner. En fait, Ça va faire sur le mandat, en fait, l'arbitrage avait lieu une fois par trimestre. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus figé finalement. Alors que sur la gestion d'un fonds, il y a beaucoup d'arbitrage. Vous pouvez l'avoir, mais vous n'êtes pas sûr que la semaine suivante, ce sera. Oui, je suis d'accord avec vous. Combien d'arbitrages sont réalisés Il y a par mois? beaucoup d'opérations. Il y a beaucoup d'opérations. Ça, c'est pas grand. Grosso modo, c'est ce que je montrais ce matin, il y a à peu près une vingtaine d'arbitrages dans le mois. Une vingtaine d'arbitrages par mois. Voilà. On pourrait, dans ce cas, donner ce reporting même une fois par mois en disant bien que c'est un reporting figé à octobre, par exemple. Si c'est sur Internet, ça peut être observé d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, par des non-participants au fond. Je ne sais pas. D'autres gérants qui peuvent piquer des idées. Spéculation. La plupart des assurances vie vous donnent accès à C'est relativement correct, des spéculations. Moi, ce qui m'avait fait attirer, c'était justement un peu la transparence, comme ça qu'on s'était connus pendant 2 ans, je l'ai suivi. Là, je suis un peu bridé. De temps en temps, vous passez sur BFM, donc faut-il vous repérer. Enfin, je crois que vous n'êtes pas passé depuis au moins 400 mois. Alors, vous avez tous les mois et toutes les semaines des interviews de Chahir sur notre site internet. Alors là, vous avez plus souvent sur Toutes les semaines, vous avez quelques minutes de Chahir. De 2-3 minutes, des posts, et ça vous permet d'avoir un peu sur l'actualité, mon sentiment sur l'actualité, le moment, voilà, c'est vraiment. Sur votre chaîne. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être donner ce reporting-là pour que vous ayez au moins une fois par mois, même ça vous, c'est à telle date, voilà comment est composé le Avec portefeuille. les clauses. Ouais, avec les clauses qui vont bien, mais ça vous donne déjà de l'information, même si elle va vieillir assez vite. Et en dessous de 10 000 euros, On on ne peut remonte. pas insérer en ce fonds. On a mis un seuil à 10 000 euros, effectivement. On peut mentionner Oui, non, mais je sais, j'ai vu 2 fois, mais je ne suis pas souvent sur le site. On vient de lancer. Sauf dans le cadre d'un contrat d'assurance. Sauf dans le cadre d'un contrat d'assurance. Après, on regarde ça. Parce que c'est mis. Une fois qu'on a fait des combinaisons pour la suite, est-ce qu'on est obligé de mettre à chaque fois 2 000 euros en plus ou on peut 25 000 Un minimum et. Il faut bien sûr un niveau d'un montant minimum et qui est. Donc, si je dis 3 000 euros, ça va. Quel est le valeur complémentaire? La valeur, elle doit être de 106. 107. Il y a 107. 107. Voilà. Comme c'est un fonds diversifié, à quel moment, parce que dans les périodes de baisse de marché, il vaut mieux investir dans ces périodes, diversifier aussi un fonds, penser des actions qu'on sait faire. Oui. Vous savez, moi je pense que l'idéal, ce sont les versements mensuels.
C'est toujours bien de faire On n'a pas relation diminué avec les mois. parce que quelque part, Non, mais le lycée, c'est une après, le problématique de timing. Sur les marchés, c'est toujours difficile, même pour nous, de savoir ce qui est intéressant ou pas. Donc, mettre au départ peut-être une certaine somme, et ensuite, de mettre tous les mois la somme qui souhaite, et ça reste une problématique. Condition qu'il y aura de petits moutons. Non, parce que vous allez le temps de Effectivement, les semaines, c'est Je vois qu'il y a des commissions de souscription qui sont pas très lancées, ça. Sur les portefeuilles titres, dans les cas de portefeuille titres, effectivement. Commission de souscription de 8%. Alors, oui. C'est qu'en fait, si vous allez voir, en fait, et que vous souscrivez bien un titre, elle peut vous prendre jusqu'à de 8%. C'est-à-dire qu'ils sont négociables. Si vous souscrivez sur un intermédiaire, Max. maximum. Voilà, c'est pas c'est l'entrée. Parce qu'on s'est laissé la possibilité. Il y avait besoin de prendre jusqu'à de 8%. On ne peut pas prendre 5. Mais aujourd'hui, pour moi, 140. Et le 50, c'est sur le capital de frais de gestion, c'est sur le capital ou quoi? C'est 2,5%, effectivement. Donc, les commissions de souscription, tout ça, c'est les commissions de souscription. C'est parce qu'on a l'obligation de créer un employé d'aide de cette manière. Jusqu'à 2 000. C'est pour les frais de gestion, je ne sais pas si c'était Ah, sur les frais de gestion, c'est sûrement sur les mais c'est les buts de la performance. On vous dit que le fonds a gagné 7%. C'est le même estimé de performance. C'est pas. Non, en fait, c'est à 9. Sur 2. Voilà, le fonds est à 9. Et il est à 7. Et les frais indirects, c'est quoi? Les frais directs, ce sont on est dans le cas d'une multi, je me permets. Donc les frais directs, c'est lorsqu'on est dans multi-gestion, en fait, vous avez eu une trentaine de lignes dans le portefeuille. Je viens de voir, pardon, c'est la peine. Quand vous êtes en multi-gestion, donc vous avez eu une trentaine de lignes dans le portefeuille, et donc les frais directs, c'est que le fonds supporte les frais de gestion de votre fonds. C'est ce qu'on appelle les frais directs. Et ça reste aussi Voilà, il y a en fin d'année, on fait le bilan et on dit les frais totaux ont été de temps. Au maximum, ça dépassera pas 30%. Mais après, si ça a été un petit peu optimisé par la gestion, par rapport à l'IDEC, on a un peu moins de frais dans d'autres. Ça fait partie des. Quand il fait ces choix-là, il prend en compte aussi les frais. C'est partie de la performance. On essaie d'optimiser aussi le terrain. On peut dire en même temps que les contrats d'assurance vie sont dans le même contrat d'assurance vie, alors c'est pas entre le seul produit et puis d'autres. Ah ben normalement, on est capable d'isoler en fait, la performance de ce fonds. C'est capable de vous dire, vous avez investi à tel niveau, voilà la valeur du chèque aujourd'hui. Donc voilà la performance pour vous. 7%, c'est pour la personne qui est entrée au départ. Donc il y a un point maintenant, la descente de vous descend. En gros, vous êtes rentré probablement après. Sur le contrat, vous êtes capable de vous dire. C'est pas plus. Il doit pouvoir fixer vous dire sur tant que avant que vous vouliez transformer dans le fonds sur le mandat de gestion que vous avez temps. Ensuite, vous allez transformer la data, vous allez rentrer sur telle valeur applicative. Voilà la valeur applicative d'aujourd'hui. Donc voilà la performance sur la data que vous avez dit. Tout ça, on peut vous dire. On a l'info. Sur le site, vous pouvez vous connecter en fait via notre site en fait. Sur les contrats anciens, on l'a, la performance. Ouais. Vous pouvez donc le voir, sinon, si vous n'avez pas à voir l'information, vous pouvez la donner. Mais on a tout pour le faire. C'est beaucoup plus facile aussi de suivre la performance que quand on a plein de la question dans un contrat d'assurance vie. C'est vrai qu'après, on est un peu perdu sur telle poche, à combien on a gagné. Là, le fond, on est capable de dire, entre telle date et telle date, voilà, c'est la performance du fond. Le mec, simple.
Je vais quelque chose sur tel élément. Voilà, Je propose qu'on continue le cours du cocktail, les questions individuelles si vous voulez. On va pouvoir discuter tranquillement.